Vous savez, du temps où j'étais encore prof, un jour j'avais posé cette question. D'après vous, quelles sont les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité? Bon, déjà j'avais perdu pas mal de monde, ne serait-ce qu'avec le concept de biodiversité, mais on va y revenir justement. En tout cas, on m'avait répondu pas mal de choses, ce qui fait plaisir d'ailleurs quand on est enseignant. On m'avait notamment parlé de pollution, et en particulier de pollution des milieux aquatiques. On m'avait parlé de surexploitation des ressources, et en particulier les ressources de la mer. On m'avait parlé de changement du climat. On m'avait parlé de déforestation. Beaucoup de bonnes réponses. Parfait. Et puis je leur demande, parmi toutes ces bonnes réponses, quelle est d'après vous la principale menace qui pèse sur la biodiversité? Et d'après vous, quelle est cette menace principale? Et si maintenant je vous montre ça? Ou alors ça? Ou alors si je vous montre ceci? Ou même ça. Bien, la principale menace qui pèse sur la biodiversité, c'est un peu tout ça. Non, ce n'est pas l'activité humaine. Encore que si, indirectement. Donc la principale menace qui pèse sur la biodiversité, c'est un phénomène que les scientifiques appellent la destruction et la fragmentation des habitats. Alors la fragmentation des habitats, c'est tout phénomène susceptible de morceler un espace naturel et qui, du fait de ce morcellement, empêcherait une espèce de se déplacer librement dans cet espace, comme elle le peut ou comme elle le devrait, en l'absence de ce mécanisme de morcellement. Alors c'est la définition que vous pouvez notamment trouver sur le site Wikipédia, mais je me rends compte qu'elle est excellente, puisque c'est notamment la définition telle que moi je l'ai apprise à l'université. Quant à la destruction des habitats, évidemment c'est le cas extrême de fragmentation des habitats. Alors pourquoi ce mécanisme, c'est la principale menace qui pèse sur la biodiversité? Eh bien pour comprendre ça, revenons d'abord sur le concept même de biodiversité. La biodiversité, c'est la variété de tout ce qui vit. La variété des formes de vie, la variété des gènes qu'ils possèdent, mais aussi la variété des milieux que ces espèces sont capables de coloniser. Et cette définition, elle explique tout au pourquoi de l'importance de la destruction et de la fragmentation des habitats. Posons-nous la question de notre point de vue d'être humain. De quoi avons-nous besoin, nous, être humains, pour vivre, pour survivre, pour mener une vie pérenne, durable, ou même une vie heureuse? On aurait besoin, pourquoi pas, d'air dans nos poumons, à manger dans notre assiette, de la famille, quelqu'un avec qui partager sa vie, pourquoi pas, un toit au-dessus de notre tête. Eh bien pour les écosystèmes, c'est un peu la même chose. Où trouver tout ça? Qui le fournit? Eh bien notre milieu naturel, le milieu dans lequel nous vivons. Supprimer un individu, c'est évidemment une perte énorme pour l'individu en question. Mais supprimer l'habitat, ça revient à supprimer les habitants, mais aussi les relations entre ces habitants. On parle là du principe fondateur de la notion d'écosystème. Un écosystème, c'est quoi? Eh bien c'est la somme de l'habitat, des habitants qui colonisent cet habitat, ainsi que des interrelations entre les deux. Et on ne peut pas dissocier espace et espèce. C'est justement la somme des deux et l'interaction entre les deux qui maintient le tout en place. Et qui est à l'origine de propriétés nouvelles qui émergent du fait qu'on ait mis espèce et espace ensemble. Et qu'on ne verrait pas a priori si l'on détaillait l'écosystème. Pour illustrer ça, pensez par exemple à un CV ou un site de rencontre. Vous êtes évidemment bien plus que la somme des qualités et des défauts qu'on peut trouver dans le CV ou sur le profil du site de rencontre. Vous êtes un être humain complexe, et j'insiste d'ailleurs sur le mot complexe, avec des désirs, une histoire, une volonté propre. Nous sommes bien plus que la somme des éléments qui nous composent. Et en plus de ça, vous n'êtes pas seul, même si vous cherchez du boulot et que vous êtes inscrit sur un site de rencontre. Et pour les écosystèmes, c'est pareil. Alors on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui vit a besoin de son environnement et interagit avec lui pour survivre. Au sein de cet espace, les espèces en question trouveront de quoi se nourrir, trouveront un lieu pour se protéger de leurs prédateurs, trouveront un partenaire pour la reproduction,
Bon, s'il s'agit d'une espèce à reproduction croisée, hein. Autrement dit des individus qui ont besoin d'un autre individu pour se reproduire, ce qui est loin d'être le cas de la majorité des êtres vivants sur la Terre en fait. C'est dans leur espace que les espèces trouvent les éléments indispensables à leur maintien. Et en fait cet espace, c'est la première des ressources indispensables à la vie. C'est aussi dans cet espace que les espèces trouveront l'élément minéral indispensable à leur respiration. Et retenez que j'ai pas dit oxygène, car il existe des tas d'êtres vivants sur Terre qui respirent, mais pas forcément l'oxygène, ou en tout cas pas uniquement, ou en tout cas pas tout le temps. Mais on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Ôter cet espace de vie, ça revient à compromettre la survie des espèces qui l'ont colonisé. Mais ôter ne serait-ce que des fragments de cet espace de vie, ça peut compromettre également cette survie. Et c'est là que ça devient sournois, et plus compliqué à étudier et comprendre. Et si on fait de la biologie de la conservation, à endiguer. Bon, ce sera peut-être plus simple avec un exemple. Alors voici un gros patch d'habitat, typiquement une forêt, c'est ce qu'on reconnaît sur le milieu ici. Et cette forêt est constituée d'un premier sous-habitat, une forêt intérieure, c'est le milieu en vert foncé sur le schéma. Et puis on a un autre micro-habitat plus marginal à la périphérie du premier, en vert clair, appelé Edge Habitat. C'est ce qu'on pourrait appeler en français un milieu de type lisière. Et dans tout ça, on a un ensemble d'espèces vivantes qui colonisent cette forêt. On a des lapins, des chevreuils, on a des oiseaux, on a des grenouilles, on a ce qui ressemble visiblement à des salamandres, on a aussi un ours apparemment. Donc on est typiquement dans une forêt française qu'on pourrait trouver par exemple dans les Pyrénées. Bon, ici on est dans le bois du lac de Maine à Angers, donc niveau ours ça va, c'est plutôt relâche ici. Alors toutes les espèces concernées ici, dans le schéma, elles vaquent à leurs occupations. Elles se déplacent au sein de cette matrice d'habitat, à la recherche d'un partenaire pour la reproduction, à la recherche de nourriture, à la recherche d'abri contre les prédateurs. Et tous ces mécanismes impliquent l'exploration de tout le territoire en vert foncé et clair, pour la simple et bonne raison que toutes les ressources indispensables à leur survie n'est pas disponibles partout au même endroit. Et puis aussi et surtout parce que toutes les espèces ici sur le schéma, elles cherchent la même chose. Du coup il y a une compétition à l'intérieur des espèces et entre les espèces pour l'espace et ses ressources. Donc jusqu'ici, un mécanisme tout à fait compréhensible, tout à fait naturel, et jusqu'ici tout va bien. Et maintenant imaginons que ce gros patch d'habitat soit fragmenté. Par exemple par une route qui viendrait couper en deux cette forêt en passant au milieu. Que se passerait-il du point de vue des équilibres biologiques? En fait le risque ne se limite pas uniquement au simple risque de collision, loin de là. En fait le risque majeur ici c'est surtout d'handicaper la libre circulation des différentes espèces, autrement dit perturber l'accès à la ressource alimentaire, l'accès au refuge, l'accès à des zones de chasse, l'accès à un autre partenaire. Autrement dit, perturber l'intégralité des processus essentiels à la survie des espèces. Et ce risque est tout à fait concret, extrêmement bien documenté d'ailleurs, quelle que soit la taille de l'obstacle, que l'on parle d'une petite route de campagne ou d'une grande route extrêmement fréquentée. Tant que le mécanisme en question fragmente des patchs d'habitat qui d'ordinaire seraient connectés entre eux du point de vue des espèces qui les colonisent, le risque est le même. Et là on serait en droit de se demander, mais est-ce que ce mécanisme fonctionne ailleurs que sur des milieux de type terrestre? Après tout, il suffirait de passer en dessous ou au-dessus d'obstacles pour ne pas être concerné. Par exemple, est-ce que des oiseaux seraient également concernés par le phénomène de fragmentation des habitats? Eh bien oui, car on se rend compte qu'il est également tout à fait possible de fragmenter un milieu de vie aérien. Vous voyez cette éolienne? Bon. On va pas rentrer dans les considérations techniques de l'ouvrage, son utilité, etc. C'est pas le but de cette vidéo. Mais il faut savoir que les éoliennes participent à la fragmentation des habitats, la fragmentation des habitats aériens. Où sont surtout placées les éoliennes? Dans des zones dégagées, exposées au vent. Et c'est logique, ce sont des zones dégagées, exposées aux couloirs aériens et au mouvement des masses d'air. Mais il faut savoir que toutes ces zones dégagées sont aussi des zones privilégiées pour de nombreuses espèces volantes, et pour exactement les mêmes raisons. Les oiseaux, les papillons ou encore les chauves-souris utilisent ces couloirs aériens. Alors ça peut par exemple être des couloirs de migration ou des zones préférentielles de chasse. Alors une étude de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, est parue en 2017, arrivait notamment à la conclusion qu'en moyenne, en France, une éolienne tue chaque année environ 18 oiseaux, et pour ce qui est des chauves-souris, ça peut être jusqu'à la centaine d'individus par an.
Alors il faut savoir que les suivis de mortalité qui sont réalisés chaque année par les parcs éoliens, et c'est obligatoire dans le droit environnemental et en particulier dans le droit européen, qui est extrêmement strict en matière de suivi environnemental, le parc éolien le plus meurtrier au monde se situe en France. Alors je vais pas donner le nom, c'est pas la question. Cela dit, les données sont facilement trouvables sur internet. Et bien ce parc éolien a tué depuis sa première exploitation il y a 25 ans environ 15 000 individus. Alors techniquement la mortalité peut être induite par la collision directe avec les pales ou alors par barotraumatisme. C'est un traumatisme par la pression de l'air qui est modifié du fait des mouvements justement des pales de l'éolienne. Alors ce barotraumatisme, il peut induire des lésions internes à l'animal et même concourir à l'implosion, c'est vraiment le terme, des tissus de l'animal en question. Alors, loin de moi l'idée de faire un procès à cette technologie, je ne prétends pas savoir ce qui est bon ou mauvais. Dans ces vidéos, on se gardera de faire de l'écologisme pour se concentrer uniquement sur l'écologie. Et pour le milieu aquatique, c'est la même chose. Un barrage par exemple, ou un seuil. Ou alors des épices sur un cours d'eau, comme ceux que je vous ai montrés en début de vidéo sur le cours de la Loire. Même s'ils participent à la diversification des habitats, mais on en reparlera. Ou encore une buse mal dimensionnée sur un canal. Ou alors de simples embâcles, comme un tronc d'arbre ou des cailloux mal positionnés. Là, ça peut rapidement devenir un obstacle infranchissable pour de nombreuses espèces. Et puis cette fragmentation des habitats, elle participe à créer un autre problème, qui lui est beaucoup plus insidieux et surprenant, mais qui est prévisible. Pour le comprendre, retournons à notre schéma de tout à l'heure. On a vu tout à l'heure que le passage de la route au milieu d'habitats forestiers divisait cet habitat en deux sous-entités. Ok. Mais est-ce que cette fragmentation des habitats agit de la même façon pour le milieu intérieur et pour le milieu lisière? En fait, quand on regarde le schéma de plus près, on se rend compte qu'il y a une sorte de déséquilibre entre le milieu intérieur, interior habitat, la forêt, et le milieu de type lisière, edge habitat. Aussi étonnant que cela puisse paraître, en perdant de l'habitat avec cette route qui passe au milieu de la forêt, on est parvenu à créer de l'habitat. En tout cas relativement par rapport à la somme globale. On se rend compte qu'on a perdu une portion de milieu intérieur, mais en contrepartie, on a créé de la surface de type lisière. Donc il y a maintenant un déséquilibre entre le milieu forestier intérieur et le milieu de type lisière, qui n'existait pas auparavant. Alors ça pourrait paraître tout à fait trivial, mais le fait est que la distribution des espèces, elle ne se fait pas au hasard. Les espèces de type lisière, ce sont en général des espèces plus communes, on va dire moins rares, pour résumer et pour vraiment grossir le trait, que les espèces du milieu intérieur. Par exemple, les lapins sont des espèces beaucoup plus communes et beaucoup moins menacées que le loriot ou encore l'ours qu'on voit sur ce schéma. Alors cet exemple, il est extrêmement intéressant à étudier, à comprendre, puisqu'il permet d'étudier des isolats de population. Et l'isolement géographique, en biologie et en écologie, il peut avoir des conséquences stupéfiantes. Par exemple, l'isolement reproducteur qui peut découler d'un isolement géographique, lorsqu'une population par exemple est isolée d'une autre par une barrière naturelle comme une montagne par exemple ou un océan, ou typiquement une île, ça peut concourir à créer de nouvelles espèces. Et ça, c'est une conséquence autrement plus désastreuse, ou en tout cas imprévisible, à la fragmentation des habitats. Bon, évidemment, l'évolution, c'est un processus qui prend du temps. Encore que. En 1971, une équipe de chercheurs a réalisé sur une petite île croate en mer Adriatique une expérience qui s'est révélée beaucoup plus riche d'enseignements que ce qu'ils avaient imaginé au départ. En fait, leur idée, c'était de relâcher sur cette île quelques couples d'un lézard afin d'observer les processus de compétition avec une autre espèce de lézard qui était déjà présente sur l'île. Et puis les troubles dans la région, et en particulier la guerre en ex-Yougoslavie, a mis un frein, ou plutôt un stop, à l'expérience. Et puis 33 ans plus tard, en 2004, une nouvelle équipe de chercheurs prend le flambeau de l'étude. Et là, ils s'aperçoivent que la population de lézards qui était présente à l'origine sur l'île a plus ou moins disparu. Et la population introduite, elle s'est tout à fait bien acclimatée au niveau milieu, et même elle avait changé. Alors en l'occurrence, les lézards avaient changé du point de vue morphologique, mais aussi et surtout, un nouvel organe était apparu. Et là, ils ont été plutôt dubitatifs quant aux conclusions. Est-ce qu'ils ont là affaire à un processus évolutif, mais qui est apparu à une échelle temporelle que l'on peut observer du point de vue d'un être humain, puisque là on parle uniquement d'une trentaine d'années. Alors pour ça, encore fallait-il prouver que la modification génétique à l'origine de ce nouvel organe était héritable et transmissible. Bon, ça posait pas de souci, ça a été rapidement prouvé. Mais il fallait également prouver que ce nouveau caractère était une adaptation à l'environnement, autrement dit lié à une pression de l'environnement.
Et c'était le cas. Car ces lézards, qui à l'origine étaient carnivores, étaient devenus plus ou moins herbivores depuis leur arrivée sur cette nouvelle île. En fait, la pression de compétition sur cette île vraiment moindre. D'ailleurs, les lézards ont même éliminé la compétition, couplé à l'abondance de nourriture et d'un nouveau type de nourriture, a créé un déplacement de caractère et du coup est à l'origine de ce changement dans le régime alimentaire de cette espèce. Et du fait d'un processus adaptatif, d'une pression de sélection de l'environnement sur la morphologie, celle-ci a changé. Alors on a là affaire à un véritable processus adaptatif, tel que décrit par Charles Darwin, et je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on puisse prouver sa théorie à l'échelle d'une vie humaine. Alors je pense que maintenant, lorsque vous traverserez une forêt sur une petite route de campagne, vous y réfléchirez à deux fois. Ou pas peut-être, enfin en tout cas maintenant vous savez. Bon, par contre, il faut bien comprendre que tous ces exemples sont évidemment très schématiques. Il n'existe pas dans la nature de bonnes ou de mauvaises espèces, ou encore il n'existe pas d'espèce plus méritante qu'une autre. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est la notion d'équilibre au sein des écosystèmes. Par la fragmentation, en déséquilibrant les habitats, on déséquilibre également les étroites relations qui existent entre les espèces. Et puis l'intérêt de ces exemples, c'est aussi qu'ils permettent de développer une nouvelle manière d'appréhender le vivant, d'appréhender les écosystèmes et les équilibres qui existent à l'intérieur de ces écosystèmes. En particulier, le contexte de fragmentation des habitats montre bien que le concept d'espèce n'est pas tellement pertinent et que là il vaut mieux parler de population. Alors une population, c'est un ensemble d'individus de la même espèce qui vivent en un même habitat. Et puisque dans le contexte de fragmentation des habitats, il existe différents micro-habitats plus ou moins connectés les uns entre les autres, le concept de population a évolué et maintenant les scientifiques parlent plutôt de métapopulation, ce qui en grec signifie ce qui va au-delà de la population. Dans le contexte métapopulationnel, on ne considère plus des isolats de population. Mais maintenant on observe ces isolats de population au sein d'un tout un peu plus cohérent. Dans la nature, ces isolats de population n'en sont pas tellement. Il existe des manières de communiquer entre les différents individus. Et en particulier, ces différents individus, isolés les uns les autres, échangent des gènes. Et ces différentes sous-populations participent de la même grande métapopulation, aussi longtemps qu'il existe une capacité de communiquer entre elles, aussi longtemps qu'il existe une continuité entre les différents habitats. Même si, a priori, l'ensemble de la matrice d'habitat peut sembler défavorable, tant que cette continuité existe d'une manière ou d'une autre, ces différentes sous-populations peuvent communiquer entre elles, échanger des gènes, se reproduire entre elles, et elles participent de la même grande population. Et comprendre ce principe métapopulationnel, là on entre vraiment, mais vraiment dans le vif du sujet de l'écologie et de la gestion des milieux naturels. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus du tout considérer ces différentes micropopulations comme étant isolées entre elles. Lorsque l'on fait de la gestion de milieux naturels ou de la gestion d'espèces menacées, d'espèces protégées, il est évident qu'il faut prendre conscience de cette capacité qu'ont les différents individus à communiquer entre eux, à échanger au sein d'un habitat beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait imaginer a priori, mais dans lequel ces micropopulations ont une capacité à communiquer entre elles. Et comprendre ce mécanisme, ça permet de mieux cerner le problème, mieux le comprendre, mieux l'étudier lorsque l'on fait de la science fondamentale, mais aussi et surtout, évidemment, de mieux l'endiguer. Car il existe des solutions à la fragmentation des habitats. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo.